Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Je pense que le plus dur, c'est de faire le premier pas et après, une fois que tu es lancé, je pense que tu es un peu foutu, quoi, tu vas devenir addict. Aujourd'hui, je reçois Jen. Elle est nomade depuis une dizaine d'années et créatrice du blog de voyage Jen on the Road. Comme souvent sur Nomadness, je vous partage notre rencontre en 2 temps. Donc aujourd'hui, elle nous raconte son parcours nomade composé de 2 PVT, un en Nouvelle-Zélande et puis un au Japon. Ensuite, elle a été 3 ans expatriée en Irlande. Et puis depuis 2022, elle vit à bord de son van et elle se déplace à travers l'Europe. Donc avec elle, on va parler de ses différents modes de voyage, mais aussi de blogging, puisqu'elle partage donc ses voyages sur son blog depuis 2016. Et dans un prochain épisode, on parlera plus précisément du fait de concilier nomadisme et entrepreneuriat, puisque Jen est aussi freelance depuis 3 ans maintenant. Je vous mets en description toutes les ressources qu'elle évoque dans l'épisode, comme d'hab. Et puis avant de commencer, petit disclaimer, j'étais malade au moment où j'ai enregistré cet épisode, et je suis toujours malade au moment où j'enregistre cette intro. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop, et puis sinon j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir la voix d'un ado de 13 ans en train de muer. Et enfin, si vous voulez soutenir Nomadness, j'ai créé depuis peu une page sur la plateforme participative Buy Me a Coffee, sur laquelle vous pouvez faire un don, ponctuel ou régulier. Et puis, à défaut, vous pouvez vous abonner et laisser un avis 5 étoiles au podcast. Ça ne vous coûte rien et ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. Allez, bonne écoute! Hello Jen, bienvenue sur Nomadness. Alors, tu es nomade depuis très longtemps, tu es sur les routes depuis une dizaine d'années, il me semble. Donc tu vas nous parler de tout ça aujourd'hui, mais est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter? Coucou Chloé, avec plaisir. Donc moi, c'est Jennifer ou Jen et comme tu as pu le dire, ça fait, plus de 10 ans que je suis, sur les routes. J'ai toujours aimé, beaucoup voyager, que ce soit en solo, avec ma famille et mes amis et du coup, depuis toute petite, ça a été vraiment une très grande passion et j'ai commencé vraiment à voyager beaucoup plus loin, lors de mon premier PVT en Nouvelle-Zélande en, 2015. OK, ça marche et du coup, depuis 2015, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours nomade? Donc, quel mode de voyage tu as fait? Donc tu as parlé de PVT, puis je crois que tu as été expatriée aussi et maintenant que tu vis en van, donc est-ce que tu peux en parler et expliquer les différentes étapes et combien de temps chaque étape a duré, plus ou moins? Oui, tout à fait. Alors du coup, j'ai fait un BTS, et une licence et après ma licence, j'ai décidé de partir, 1 an en Nouvelle-Zélande, où c'est là où j'ai découvert la van life, en fait, vu que c'est le pays qui s'y prête, extrêmement bien. Du coup, pendant 1 an, j'ai pu explorer les 2 îles, travailler un petit peu, et explorer, ce sublime pays, qu'est la Nouvelle-Zélande. J'avais choisi ce pays-là parce que je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Que, j'aime beaucoup tout ce qui est nature, je suis pas très fan des grosses villes et par rapport à l'Australie, les distances sont beaucoup plus courtes et donc on pouvait plus facilement, prendre le temps de visiter et aller à la rencontre des gens. Après ce premier er PVT en Nouvelle-Zélande, je suis rentrée et ça a été un petit peu la dépression, en fait. Je me suis rendu compte que, retourner, à un métro boulot dodo, ça ne fonctionnait pas forcément. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais mis, pause, en fait et quand je suis revenue, rien n'avait évolué, rien n'avait changé et j'étais quand même contente d'avoir pu partager ce PVT avec une amie parce que du coup, on était toutes les 2 à comprendre, en fait, ce qu'on avait pu vivre ensemble
Mais du coup, l'expliquer aux autres, ben, au début, la famille, les amis, ils sont contents, hein, ils vont te poser des questions et puis après, bah, ça forcément, ça va un peu s'estomper parce que chacun a sa propre vie. Mais du coup, le retour un peu à la réalité, a été assez dur. Du coup, j'ai travaillé, 6 mois et après j'ai fait un deuxième PVT. Je suis partie en PVT Japon en 2018 et là, je n'y suis restée que 6 mois au lieu d'une année parce que le Japon est un pays que j'adore. C'était pas mon premier voyage, mais y vivre et y aller en tant que touriste est, complètement, différent. Du coup, j'ai fait le choix de partir un peu plus tôt au lieu de, ben, j'aime pas ce mot dégoûter parce que c'est un mot fort, mais, pour ne pas avoir une mauvaise image en fait, du Japon qui me reste et je suis contente à l'heure actuelle d'avoir fait ce choix parce que maintenant c'est avec plaisir que j'y retourne. C'est toujours un pays, que j'affectionne particulièrement et après ce PVT au Japon, en 2019, donc janvier 2019, je suis partie vivre en Irlande. J'avais découvert l'Irlande lors de mon BTS, j'avais fait un stage de 2 mois à Dublin et bah, je suis complètement tombée amoureuse, de ce pays et du coup, je m'étais toujours dit que j'y retournerais. Et du coup, ben, 8 ans après, j'ai eu l'occasion, d'y retourner. J'avais trouvé, le travail avant de partir, mais j'étais prête à aller directement, chercher du travail sur place. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai fini à Sligo, c'est une toute petite ville, au nord-ouest, du pays. Je ne voulais pas Dublin, parce que comme je l'avais dit plus tôt, je suis pas très, très fan des capitales. Mais, du coup Sligo m'a très bien, convenu, sachant que c'est entre le Donegal et le Mayo, qui sont 2 comtés, les plus sauvages, du pays. Donc ces 3 années ont été assez incroyables, j'ai vraiment adoré. J'ai fait le choix de partir, parce qu'après le covid, j'avais besoin de repartir sur les routes. Ça me manquait vraiment. Du coup, j'en avais profité pour aménager, un fourgon et depuis, bah, du coup, mai-juin 2022, j'habite à bord, de mon van. OK, alors il y a plein, plein d'étapes, intéressantes sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne, si c'est OK pour toi. Ouais. Par rapport à ton PVT au Japon, c'est intéressant parce que déjà, c'est un pays dont on entend beaucoup moins parler pour le PVT. On entend beaucoup effectivement, comme tu as dit, la Nouvelle-Zélande que tu as fait dans un premier temps ou même, l'Australie, éventuellement le Canada. Mais voilà, le Japon, c'est une destination assez originale, et du coup, pas forcément ta meilleure expérience. Est-ce que, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais fait peut-être, différemment? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui envisagent, un PVT, au Japon? S'y préparer, je le conseillerais pas pour un premier er PVT. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai forcément comparé avec la Nouvelle-Zélande qui était très libre, heu, que ce soit dans les règles ou géographiquement et le Japon, c'est quand même, ben, c'est connu pour être un pays assez strict au niveau des règles. Ce qui m'a le plus dérangée aussi, c'est qu'on était considérés comme, habitants et non touristes. Du coup, on n'avait plus accès au pass et pour voyager dans le pays, il était devenu extrêmement cher. Même les bus de nuit, revenaient vraiment très cher, donc on ne pouvait pas bouger autant, de fois que je l'aurais aimé et après je pense que la seconde erreur que j'ai faite, c'est que je suis pas partie, à la bonne période. En fait, quand il aurait fallu commencer à travailler, on arrivait dans l'été et l'été en Asie, c'est un peu, on va dire la pire période avec tout ce qui est humidité, et la météo. Du coup, je me dis qu'à recommencer, je serais partie à une autre date. OK, et ton premier PVT donc en Nouvelle-Zélande, tu as mentionné que vous l'aviez fait à 2. Tu es partie avec une amie, c'est ça? Ouais, avec ma meilleure amie. Et ton PVT au Japon, tu étais toute seule ou vous étiez à 2? Non, je suis partie avec, cette même personne. OK, très intéressant, et quel a été son ressenti à elle, du coup? On était complètement d'accord. Après, j'avoue que c'était assez facile parce qu'elle parlait couramment, enfin, parle couramment japonais, donc ça nous a quand même pas mal aidés. Moi, je baragouine, quelques phrases, j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à tenir, on va dire, un minimum de conversation. Pas pour le travail, clairement, mais pour rencontrer du monde, ça on va dire que ça me suffit. Mais c'est vrai que, ouais, pareil, toutes les 2, on a été assez surprises, même si on connaissait très bien la culture du pays, au final, puisque c'était notre 3e voyage, en fait. Je pense qu'on s'y était pas assez préparé et personnellement, ça ne correspondait pas, à mon mode de vie, en fait et à ma vision des choses. Et tu disais que donc vous étiez partis à 2.
Est-ce que si tu avais pas eu, ta meilleure amie avec toi pour faire ces PVT, est-ce que tu penses que tu serais partie toute seule? Ou est-ce que ça t'aurait freinée un peu? Non, du tout, à la base, pour la Nouvelle-Zélande, je devais partir avec mon chéri de l'époque et on s'est séparés juste avant de partir et j'avais prévu, bah, du coup, de partir toute seule et c'est ma meilleure amie qui s'est dit: «Eh, je peux venir?» et du coup, bah, on est partis à 2. J'ai fait pas mal de voyages en solo et j'adore, en fait, les 2 aspects. C'est vrai que quand tu es 2, tu vas peut-être un chouïa moins vers les gens, soit avec bien sûr, avec qui la personne tu es. Par exemple, ma meilleure amie, je sais qu'elle est beaucoup plus réservée que moi, donc en Nouvelle-Zélande, on pouvait avoir tendance à rester un petit peu entre nous. Donc c'est moi un peu qui l'a forcée, à sortir de sa zone de confort, pour aller vers les gens. Et le Japon, bah, du coup, c'était elle qui parlait japonais, donc finalement, c'était l'inverse. Donc c'était intéressant, à ce niveau-là. OK, ça marche et du coup, pour passer à la suite de ton périple, tu t'es expatriée, en Irlande, donc à Sligo. Tu étais toute seule là ou tu étais accompagnée? Oui, je suis partie toute seule. OK et alors est-ce que tu peux parler un peu de l'expérience, de l'immigration, en solo? Comment tu l'as vécu? Comment tu as choisi, j'ai vu que tu avais fait un article, sur ton blog à ce sujet, on en reparlera après, mais comment tu as choisi ton pays d'abord et puis ta ville? Les aspects administratifs, logistiques et cetera? Mais en fait, on a beaucoup de chance parce que l'Irlande fait partie de l'Europe et en fait, c'est très, très, très simple de pouvoir s'expatrier en Europe. Honnêtement, les démarches ont été, ultra rapides. Je suis partie et quand je suis arrivée, j'ai dû faire la demande du PPS number, qui est un peu enfin le numéro en fait que tu as besoin pour pouvoir travailler sur place. Du coup, tu te rends dans un lieu spécifique et tu l'as au bout de 2 semaines. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire, parce que moi j'avais gardé mon compte bancaire français vu qu'on était à l'euro. J'avais pas forcément besoin d'avoir un compte irlandais. C'est recommandé si tu veux, par exemple, pour plus tard acheter une maison, mais en tout cas, dans un premier temps, tu as pas besoin d'avoir un compte et je suis allée acheter, une carte SIM, locale pour avoir un numéro de téléphone et puis c'est à peu près tout en fait, pour pouvoir s'expatrier en Irlande. Tu as juste besoin du PPS number et d'un numéro de téléphone. Donc c'est vraiment très, très simple. Et après, la partie recherche appartement qui, elle, est un poil plus compliquée, que je recommande à faire une fois sur place, parce qu'il y a un site, alors je n'ai plus, le nom du site, en tête, mais du coup, tout se fait par ce site pour trouver un hébergement. Sauf qu'on peut pas se fier aux photos. Il faut vraiment aller sur place pour voir, l'état de l'appartement. Sinon, tu peux avoir de très mauvaises surprises. Faut savoir que, l'Irlande est quand même assez humide en règle générale et les hébergements sont pas forcément, très bien isolés. Donc il peut y avoir, beaucoup de moisissures, de petits problèmes, comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre sur place. Mais après, en soi, ça se fait très vite aussi. C'est limite s'il y a un état des lieux, à la fin, je suis sortie, la personne me fait: «Ah ben OK, ben super, merci». Elle a même pas refait une courte visite, enfin, c'est très, ils sont vraiment, dans un mode, à la cool, c'est facile, pas prise de tête, pour donner un exemple, en Irlande, bah, tu fermes pas la porte des voitures, tu fermes pas la porte des maisons. C'est, c'est vraiment très, 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 à la cool. OK, trop bien et tu es restée les 3 années dans la même ville et dans le même appartement? Comme base, je veux dire? Les 3 ans, je suis restée dans la même ville, mais j'ai changé, 2 fois d'appartement. J'en avais pris un moderne et j'étais assez contente, sauf qu'en fait, j'avais eu pas mal de petits soucis dans cet hébergement assez moderne et il était quand même, pas donné. Je payais, je crois 700 € et après, j'en ai trouvé un qui était très bien situé aussi en plein centre-ville. Bon, après, il était pas du tout moderne, il y avait 3 moquettes de couleurs différentes, c'était très drôle. Il y a beaucoup de moquettes en Irlande, va savoir pourquoi. Mais c'était une personne âgée, en fait, qui le tenait et c'était au-dessus d'une laverie donc en soi, tu pouvais faire ton linge. C'était vraiment chouette et je devais être à peut-être à 450 € par mois donc c'était plutôt cool. Bon, maintenant, les prix ont bien augmenté, hein. Il faut savoir que, post-covid, les prix ont vraiment flambé en Irlande mais la qualité de vie est quand même, plutôt cool. OK, trop chouette et qu'est-ce que tu retires de cette expérience, d'expatriation, là, ça fait quoi, 5 ans après, quelque chose comme ça? Ça fait déjà 5 ans, mon Dieu et ouais, c'est ça, je suis partie en 2022, presque 4 ans. Ah bah, franchement, le temps, il passe trop vite. J'essaye d'y retourner chaque année pour aller voir, les amis,
C'est un pays enfin, pour moi, ça reste ma deuxième maison. En vrai, l'Irlande, c'est ancré à jamais dans mon cœur. C'est une de mes maisons, quoi. Je regrette absolument pas d'y être allée. C'était, vraiment un très, très, très beau pays, qui a ses inconvénients et ses avantages comme, de partout, hein, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé, la mentalité, l'ambiance, puis, ouais, ne serait-ce que l'atmosphère dans les pubs, j'ai jamais retrouvé, pareil ailleurs, en fait. C'est vraiment incroyable. Tu rentres dans un pub, ben, tu restes pas seul longtemps parce que pour eux, c'est hors de question qu'il y a une personne qui reste seule dans son coin. Donc c'est tout le monde à la bonne franquette. Après, par contre, ça reste des rencontres assez superficielles. J'ai mis quand même assez de temps, à nouer des vrais liens avec les Irlandais. Hem, Ça a beaucoup été avec, d'ailleurs des Irlandais qui ont pas mal voyagé, que j'ai rencontrés grâce à l'application, Meetup. OK, et du coup, là-bas, tu travaillais sur place? Dans quel domaine? Comment tu as fait pour trouver un travail, du coup, tu peux en parler un peu? Oui, je travaillais dans un tour opérateur, qui était pour une clientèle, francophone. Donc c'était à l'agence, c'était un mélange, d'irlandais et de français. Donc et on communiquait, bah, majoritairement en anglais, que ce soit avec, les autres collègues ou les prestataires. Et du coup, moi, je m'occupais de vendre, l'Irlande et l'Écosse à une clientèle francophone. Je suis restée 3 ans, dans cette entreprise et je travaille toujours à l'heure actuelle avec eux, mais en tant que freelance, sur, d'autres missions. OK, ça marche. Bah, on reviendra, dans un prochain épisode, sur la partie freelancing et entrepreneuriat. On en reparlera. Mais du coup, merci pour ton partage, sur l'Irlande et sur, l'expatriation. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Et du coup, j'aimerais bien maintenant qu'on parle de la suite de ton expérience. Donc depuis 2022, tu voyages en van. Pourquoi cette transition? Est-ce que tu peux expliquer comment c'est venu un peu? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, comme je l'avais dit, je l'avais découvert en 2015 en Nouvelle-Zélande et j'avais adoré ce mode de vie, tout simplement. Et quand j'ai décidé de partir de l'Irlande, c'était vraiment, bah, post-covid où j'en avais marre d'avoir cette sensation d'enfermement, en fait, où j'avais besoin de me retrouver solo sur les routes et de partir explorer, bah, un peu le monde à la rencontre des locaux. Du coup, j'en ai profité pour aménager une ancienne ambulance. J'ai mis 1 an, pour l'aménager, donc je l'ai acheté en 2021 et en juin 2022, je suis partie, pour le UK où j'ai fait majoritairement, l'Angleterre et l'Écosse. J'aime bien rester, plusieurs mois dans un pays ou dans un lieu spécifique pour vraiment, m'imprégner, de la culture et ouais, ce mode de vie, en fait, correspond à l'heure actuelle, tout à fait à ce que je recherchais, trouver un bon équilibre, pro et perso et avoir cette liberté, en fait, de pouvoir bouger, comme je le veux et d'aller où je veux. Trop chouette. Et du coup, tu as été où depuis 2022? Donc, ça fait 3 ans. Ouais, alors 2022, ça a été du coup, ben, le UK. 2023, je suis allée jusqu'en Grèce, donc j'ai traversé, la Croatie, l'Albanie, le Monténégro et la Grèce. Je suis restée plus de 3 mois en Grèce, 3 mois au Monténégro, 1 mois en Croatie et après je suis retournée, 1 mois, en Irlande, mais sans le fourgon, parce que j'étais de mariage, d'amis pour des amis. Et 2024, j'ai fait un tour de France, avec le fourgon. On va dire plutôt un tour des festivals van life de France, donc du coup, ça m'a permis un peu d'explorer un peu mieux la région, et le pays. J'en ai fait un qui était dans le sud-est de la France, vers, Nice, Montsartou. Après, je suis allée, à Brissac, dans le nord. Je suis redescendue dans les Landes, à Capbreton et le dernier était en Auvergne. Donc voilà, ça m'a vraiment fait, un petit road trip à travers la France, c'était plutôt chouette. OK, trop chouette. Et depuis, toutes ces années, donc, une dizaine déjà, tu as exploré, on va dire, un peu 3 modes de nomadisme, donc le PVT, l'expatriation et la van life. Bon, sachant que PVT et van life n'étant pas incompatibles puisque tu as fait les 2 ensemble en Nouvelle-Zélande. Mmh. Mais est-ce que tu pourrais, avec, ton recul, parler un peu des différences entre ces 3 modes de voyage, en termes de rythme de vie, d'organisation, peut-être, les avantages et les inconvénients de chaque?
Bah, le PVT, ça dépend parce que tu peux être en van, mais tu peux être complètement en sac à dos, hein, il y en a qui le font aussi à vélo, ça peut être vraiment, différents modes de transport. Donc là, l'organisation, elle est un peu différente parce qu'effectivement, il faut que tu trouves ton hébergement à chaque fois que tu te déplaces. Après, l'avantage du PVT, c'est que, ça te facilite vraiment les choses, en fait. Si tu peux travailler 2 mois, tu peux travailler 1 mois dans la cueillette de fruits, dans des motels, enfin, tu peux vraiment travailler de partout puisque le PVT n'est pas dans tous les pays et les pays qui ont accepté, en fait, ce visa et bah, du coup, s'adaptent vraiment, à ce format-là. Donc je dirais que le PVT est assez simple en soi, parce que du coup le pays s'y prête bien pour pouvoir, voyager et travailler en même temps. Ce qui te permet de pas avoir, besoin de beaucoup d'argent sur ton compte quand tu pars. Donc ça, c'est plutôt cool et ça permet vraiment aux personnes qui ont un petit budget de pouvoir le faire. L'expatriation, c'est complètement, différent. Tu sais, les 2 premiers mois sont un peu plus complexes parce que du coup, tu as toutes les démarches à faire, même si en Europe, elles sont minimes, mais si c'est à l'étranger, c'est beaucoup plus complexe. L'hébergement à trouver, tu as, un nouveau boulot, à tester, un nouveau environnement à prendre en compte. C'est en gros, si tu recommences de zéro. Donc si c'est la première fois que tu le fais, ça peut être un peu tricky. Mais après, effectivement, ça te permet de découvrir le pays d'une autre manière parce que tu y es en tant qu'expat, donc tu y habites sur place. Tu y es pas en tant que touriste. Donc c'est vraiment différent et concernant, bah, le nomadisme, digital ou par exemple en van, là pour moi, alors je dirais vraiment pour moi, tu n'as pas d'organisation, sur ton ce mode de voyage-là. Mais ça dépend des personnes, bien entendu. Moi, je sais que je planifie jamais rien à l'avance. C'est je prends le fourgon, je pars et je pars en fonction, des rencontres, faites, le long de la route. S'il y a des choses en particulier que je voulais voir, s'il y a un événement, s'il y a un concert, si, ou alors juste, ben, je m un petit peu me perdre et puis on verra là où ça me mène, quoi. L'avantage, c'est que tu as toute ta maison avec toi, donc tu as pas à stresser, à chercher, un hébergement en 4e, vitesse. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. OK, et il y a des inconvénients quand même que tu vois, à ce mode de vie-là de digital nomade? Est-ce que tu mettrais des petits, warnings, pour les personnes qui veulent se lancer? Au niveau van life, Ouais, et nomadisme digital, du coup, le fait de compiler comme tu le fais van life et activité professionnelle? oui, c'est vrai que sur les réseaux, on a tendance à montrer, que la partie, qui fait rêver, de la van life. C'est comme tout mode de vie, c'est pas tout rose. Tu as des jours où il faut que tu ailles faire des lessives. Généralement, tu vas dans des supermarchés, donc tu vas perdre, ta journée à faire des lessives. Il faut que tu trouves des endroits pour vider tes eaux usées. Tu as les toilettes qui est pas le truc le plus glamour à faire, honnêtement, on va pas se mentir. Et après, tu as de plus en plus de restrictions, selon les régions en France où tu te trouves ou selon les pays. Par exemple, la Croatie en été, bah, c'est camping ou aire de camping-car obligatoire, sinon tu as une amende. Donc faut quand même que tu prennes en compte, un peu la les règles du pays ou de la région dont tu te trouves, pour pas, ben, que ça pose problème. Après, on va dire le deuxième inconvénient, ça va être, bah, toutes les barrières qui vont t'empêcher dans certains endroits, notamment, les endroits qui sont de plus en plus touristiques. Ça, ce qui est un peu dommage. Mais tu as certaines communes qui mettent vraiment tout à disposition avec des grands parkings, à l'entrée du village. Il y a quand même pas mal d'aménagements donc et tu as l'application Park4Night qui est géniale pour tout trouver et tu as aussi France Passion qui elle, est pour aller chez, par exemple, des agriculteurs, chez des fermiers. Donc tu ne payes pas, mais en échange, bah, tu vas acheter du fromage, tu vas acheter leurs produits, quoi. Du coup, c'est plutôt sympa, à faire et après, je dirais un autre inconvénient, ça va être aussi la solitude. Honnêtement, tu trouves du monde sur la route, c'est pas un souci, mais ça va rester des rencontres assez éphémères, je vais dire, sauf si après tu te fais un petit réseau ou une communauté nomade où entre potes, tu vas te retrouver sur chaque festoche. Là, c'est plutôt cool. Là, par exemple, je reviens du festival en Van Stimon qui était le week-end dernier. Beh, là, on s'est mis sur un spot, ça fait une semaine qu'on est restés tous ensemble. Donc là, le départ va être un peu plus dur, mais ça nous a permis, de nous retrouver, sur une semaine, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais tu as forcément des périodes, beaucoup plus creuses où, bah, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de temps pour toi et après, c'est vrai qu'avec ce mode de vie-là, soit tu fais des saisons, soit tu as
un job qui te permet d'être en télétravail ou alors tu es entrepreneur et là, c'est aussi une organisation, complètement différente avec des problématiques complètement différentes. OK, bah, écoute, ça, on en reparlera, dans le prochain épisode, avec toi, avec plaisir. Du coup, j'aimerais bien revenir sur une autre, partie maintenant qu'on a, un peu, parcouru toutes tes expériences depuis 10 ans. Revenir sur une partie qui est un peu plus spécifique à toi, qui est le blog. Parce qu'en 2016, tu as, créé ton blog, Mmh, Jen on the Road, si je ne me trompe pas. c'est ça. Voilà, et j'aimerais bien qu'on en parle un peu, si c'est OK pour toi. Donc, pourquoi déjà au départ, tu l'as lancé? Alors j'ai lancé le blog, je pense comme beaucoup de monde, à cette époque-là, tout simplement pour tenir au courant la famille. Parce que du coup, c'était un peu pénible de répondre tout le temps, au téléphone. On avait peut-être pas forcément le temps ou après la Nouvelle-Zélande, tu as quand même 12 heures de décalage horaire, ce qui n'est pas rien. Du coup, je me suis dit: «Bah, le blog, c'est une bonne idée en fait, pour tenir au courant sa famille». Et à la base, j'avais pas prévu de le continuer une fois rentrée. Je m'étais dit, «Ce sera vraiment juste comme ça, pour la famille et les amis». Et en fait, je me suis pris au jeu et j'ai adoré, rédiger des articles pour aider les autres personnes, à découvrir le pays comme moi je l'ai fait, leur donner des petits conseils, des petites astuces. Du coup, quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'ai décidé de pas le professionnaliser parce que c'est pas le bon terme, mais vraiment, de m'y tenir régulièrement, de respecter les codes SEO, de la rédaction web, les images et de vraiment faire quelque chose de correct, en fait, pour vraiment aider les autres personnes après à voyager. OK, alors est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le SEO pour les personnes qui écouteraient et ne sauraient pas ce que c'est? Ouais, le SEO, en fait, ça va être, le référencement, naturel sur Google. En fait, pour que ton blog, soit mis en avant et qu'on puisse trouver les articles, il faut que tu rédiges, d'une certaine manière qui corresponde, au code, en fait, que Google va pouvoir, utiliser et référencer. Carrément, et du coup, comme tu disais, on en voit fleurir plein des blogs, enfin surtout à l'époque où tu l'as fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi j'étais très jeune à l'époque, j'avais 15 ans, mais en 2014, je suis partie en Australie, en Tasmanie 3 mois, et j'avais aussi créé un blog exactement pour la même, raison que toi, où j'écrivais tous les jours en anglais dedans pour m'entraîner, machin. Sauf que je ne l'ai pas gardé après, mais par contre, il existe encore et je suis hyper heureuse de le retrouver aujourd'hui et de voir, les petites aventures, de l'époque. Mais carrément, ça fait de bons souvenirs. Exactement, et avec les photos et tout machin. Mais ouais, il y en a eu plein, et aujourd'hui, on voit encore plein de créateurs de contenu voyage qui se lancent sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, et cetera. Pourquoi est-ce que tu penses que, il y a un espèce d'engouement avec le partage, d'expériences voyage, comme ça qui fleurit de plus en plus? Parce que c'est des personnes qui ont vécu, en fait, les choses, contrairement à des guides peut-être un peu plus, classiques. Après, je dis pas, j'adore les guides classiques, je les utilise très souvent, mais c'est vrai que je vais souvent, comparer avec un blog pour avoir des petites adresses, qui sont pas forcément connues de tout le monde, pour avoir des idées d'itinéraires en fonction de thématiques. Si par exemple, bah, telle personne elle est fan d'Harry Potter et bah, du coup elle va lister par exemple les lieux de tournage. Bah, ça, c'est quelque chose qui va me plaire, donc je vais aller voir, ce site-là. Je pense c'est vraiment, cet esprit de partage, de découverte. Moi, en 2016, ça commençait à peine les blogs en vrai, tu en avais quelques-uns qui étaient déjà bien implantés, mais je suis vraiment arrivée, un peu dans la trend des articles de blog, parce qu'après il y a eu les salons de blog et tout pour, collaborer avec, des professionnels et du coup, tu te retrouvais avec d'autres blogueurs. Enfin ça, c'était super cool aussi comme aventure, complètement différente, mais ouais, le blog a quand même apporté de très belles rencontres humaines. Et du coup, aujourd'hui, ton blog, il joue quel rôle pour toi? Bah, déjà à titre personnel, comme tu disais, l'enrichissement, et puis aussi à titre professionnel, est-ce que tu le monétises? Alors le blog, je suis plus aussi régulière que je ne l'étais à l'époque, tout simplement parce que j'ai d'autres projets à gérer en priorité, mais j'essaie de me tenir à un article par mois. C'est pas tout le temps le cas, mais j'essaie quand même, de m'y tenir pour, toujours, partager mon expérience et effectivement, je l'ai, pas monétisé, mais professionnalisé dans le sens où ça va me servir de site vitrine, pour mes clients et je fais aussi, quelques affiliations avec, certaines, compagnies que j'aime mettre en avant, que j'ai pu tester leurs produits ou qui ont, un but, et qui soit en rapport, en fait, avec mes valeurs et le blog. Et est-ce que pareil, tu pourrais expliquer ce que c'est que l'affiliation? Parce que je suis pas sûre que tout le monde soit au courant.
Ouais, l'affiliation en fait, tu mets en avant, une compagnie ou un produit et en échange, tu as un petit pourcentage sur les ventes. Le but, c'est totalement d'être transparent, hein, que ce soit dans des liens insérés dans ton article ou, sur la page principale, c'est de toute façon, c'est mis en avant. Tu as des codes promo pour la personne si elle veut passer par le site internet pour acheter un produit. Tout est, clair et transparent et ça permet en fait à la personne qui a besoin d'acheter un produit, beh, d'avoir un petit code promo. C'est intéressant des 2 côtés, en fait. OK, super. Et est-ce que tu penses qu'on peut encore créer un blog voyage aujourd'hui, en 2024? Ou est-ce que, c'est trop tard, il y en a trop, c'est une jungle et on n'arrivera jamais à se démarquer? Niveau professionnel, je ne sais pas, mais en soi, pour vraiment en mode, partage, oui, totalement, il y a beaucoup qui disent que le blog est mort, mais c'est complètement faux. Il a tout à fait sa place, sachant qu'un article de blog va être référencé beaucoup plus longtemps qu'un post sur les réseaux sociaux qui, eux, sont beaucoup plus éphémères. Si ton référencement naturel est très bien fait, tu gardes un article, tu peux le garder très, très longtemps. Donc ça permet d'avoir, une certaine notoriété avec ton blog. Après je pense que tu même professionnellement, tu peux arriver à encore en vivre. Par contre, ça va être beaucoup, beaucoup de travail. Et quel, conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le blogging, voyage en 2024 du coup? 2025 maintenant. Principal 2025. Ouais, en 2025. De ne pas le faire pour l'argent, parce que clairement, ça va être inutile et puis ça va se voir surtout. C'est juste si tu es passionné, que tu as envie d'échanger, de partager, tes expériences avec d'autres personnes, fonce. Et avec l'IA, est-ce que ça a changé quelque chose, dans le blogging? Comment est-ce que, on s'en sert ou est-ce qu'il ne faut pas s'en servir? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce sujet-là? Alors, pour moi, je pense que l'IA est un très bon outil quand tu sais t'en servir. Personnellement, je trouve que ça t'aide à avancer beaucoup plus vite, dans ton business. Après, pour moi, ça ne va pas remplacer l'être humain, parce que du coup, les gens préfèrent quand même de nos jours, l'authenticité, l'expérience. Ça peut être vraiment mis en avant que par une personne qui a vraiment vécu les faits. Surtout que, Google a décidé de pénaliser, en fait, l'IA si elle est trop utilisée. Je sais plus le pourcentage exact, mais si par exemple 80 d'IA dans ton article, beh, du coup, Google va le pénaliser et il sera plus mis en avant. Donc au final, de un, tu vas perdre ta crédibilité, tu vas perdre ta visibilité et dans tous les cas, ça se voit à l'heure actuelle, ça se voit encore quand c'est écrit par de l'IA. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, justement, j'étais hier à une conférence, pour les entrepreneurs, et il y avait une intervention d'un spécialiste SEO qui parlait de l'IA et il disait que, sur les marques qu'il accompagnait, donc qui étaient quand même des grosses marques, style, Decathlon, Mano Mano et cetera, il limitait le pourcentage d'IA dans leur contenu à 20. Donc en fait, c'est assez faible, finalement quand on regarde. Mmh. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour, ton insight, super intéressant sur la partie blogging, parce que j'avais jamais reçu de blogueur ou blogueuse encore, sur le podcast. Est-ce que tu avais d'autres, éléments à ajouter sur ce sujet-là, du blogging? Non, pour le coup, je pense qu'on a vite fait, le tour, mais ça reste une petite famille, donc tu rencontres, des personnes avec qui tu vas discuter sur, les réseaux ou d'autres blogs, que tu vas rencontrer, en vie réelle, c'est plutôt cool, ça reste une petite famille. OK, trop bien. Et pour, la fin de cet épisode, qui conclut, un peu ton parcours avant de te retrouver une prochaine fois pour parler de l'aspect plus entrepreneuriat, dans un contexte de nomadisme, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait être nomade, mais qui a pas franchi le cap? Ouais, j'en ai plein, je pense que le plus dur, c'est de faire le premier pas, hem et après une fois que tu es lancé, bah, je pense que tu es un peu foutu, quoi, tu vas devenir addict. Après c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus, attention, mais si c'est vraiment, un mode de vie auquel tu aspires et que c'est que la peur qui te retient, au final, qu'est-ce que tu risques? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que tu risques, hormis avoir des regrets quelques années plus tard, si tu l'as pas testé? Carrément. Et ben, peut-être pour finir, en un mot, qu'est-ce que ton nomadisme représente pour toi? J'hésite entre aventure et liberté. Pour moi, la liberté est primordiale, c'est vraiment dans cette optique-là que je suis vraiment devenue nomade. C'est vraiment pour cette liberté. OK, ça me paraît être un beau mot de la fin, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais,
ajouter avant de conclure cet épisode? Juste foncez, allez-y, vous allez vous éclater. Le monde est beau, contrairement à ce qu'on peut entendre sur, les journaux TV. Donc allez-y, faites-vous votre propre expérience et parcourez le monde. Trop bien. Bah, écoute, merci Jen, de nous avoir, inspirés, tout au long de l'épisode avec des conseils, pratiques et plein d'insights sur tes différentes expériences, tes différentes facettes de nomadisme. On se retrouve très bientôt dans un épisode où on parlera plutôt de l'aspect freelancing et entrepreneuriat, en étant nomade et d'ici là, et ben, je te dis à très vite. Merci à toi Chloé pour l'invitation. Bye bye. Salut! Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, eh ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!